depuis le Covid, là, ça s'est effondré. Effondré. C'est pas possible. Moi, j'ai des parents qui sont allés au CHU déjà, qui restent sur le brancard pendant 10 heures. C'est pas possible. Mais de toute façon, Non, ça parle du quand je CHU, regarde pas du les CHU, informations avec ouais. le point, c'est pareil. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. La santé, c'est devenu... Moi, j'évite, je vais faire du sport, j'essaie de m'améliorer. J'ai un âge bien avancé. Je préfère ça que d'aller à l'hôpital. Alors, moi, si je vais à l'hôpital là maintenant, je suis mort. Je pense qu'en Guadeloupe, on a quand même la chance d'avoir la sécurité sociale, ce qui facilite pas mal l'accès aux soins et à moindre coût. Cependant, je pense qu'il y a quand même de gros déserts médicaux, surtout sur le plan des spécialistes. Par exemple, je suis à la recherche de 2 spécialistes en ce moment et j'ai pas de rendez-vous avant 6 mois. Eric Guader, tu es directeur général du CHU Guadeloupe. La première question, elle est pour toi. Quels sont les enjeux de santé publique sur notre territoire? Ben écoute, Kenny, je pense que les enjeux de santé publique, ils sont majeurs sur ce territoire de la Guadeloupe. Ils sont majeurs et ils vont encore se renforcer sur les années qui viennent. Les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'hypertension, le diabète, c'est une prévalence plus forte au sein de la population vis-à-vis du cancer, vis-à-vis des AVC, des problématiques cardiovasculaires. Donc, ceux-là, on les a identifiés, on y travaille. Ça ne veut pas dire que la réponse est définitive, mais on les a clairement identifiés. Mais on a devant nous des défis qui sont encore plus importants. Le vieillissement démographique, qui bien sûr va nous confronter à une prise en charge d'une population qui va vieillir, qui va avoir des pathologies liées à l'âge, et puis éventuellement aussi, malheureusement, des pertes d'autonomie. Donc il nous faut penser toutes ces réflexions-là. Et puis il y a les enjeux environnementaux, et les enjeux qui apparaissent aujourd'hui, qui sont émergents, mais qu'on ne peut pas ignorer, qui concernent notamment tout ce qui touche aux maladies professionnelles. Alors, tu as dressé un cadre sur ces enjeux de santé publique sur notre territoire. Quelles sont les actions que le CHU met en place vis-à-vis de ça? Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de leviers qui sont à notre disposition. D'une part, répondre aux enjeux de santé pour le territoire de la Guadeloupe. Bien sûr, le CHU est un acteur premier, mais c'est un acteur parmi d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'un seul acteur ait toutes les réponses. Par contre, il y a un travail qui est fait, qui est mené. Le premier, c'est, et vous le savez, les uns et les autres, c'est la construction du nouveau CHU. Oui. Aujourd'hui, on a un outil qui n'est plus adapté, qui est un peu vieillissant, et on a vraiment besoin de ce nouveau CHU qui verra le jour en 2024. On a également, en termes de leviers, qui sont essentiels, mais je pense qu'on y reviendra dans le décours de cette émission, qui est le levier numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus penser la santé sans penser à l'utilisation de l'ensemble des outils numériques qui sont à notre disposition. Parce que derrière le numérique, il y a tout ce qui touche au télédiagnostic, téléexpertise, télémédecine. Et quand on sait qu'on est sur un territoire où la démographie médicale est insuffisante, doit être renforcée. Alors, démographie médicale, ça veut dire quoi ça? Démographie médicale, ça veut dire simplement qu'on a un petit peu moins de médecins généralistes qu'au niveau national, un peu moins de médecins spécialistes, et que concrètement, ça se traduit par une difficulté de l'accès aux soins. Je fais la transition avec Jean-Claude Lucina, président du GIPRASPED. Définir qu'est-ce que le GIPRASPED, quelles sont les missions de cette instance, et en quoi elle s'inscrit dans ce que Eric vient de dire, une co-construction de la réponse médicale sur le territoire. Alors, je vais essayer d'être assez précis. Effectivement, le GIPRASPED, c'est une structure de coordination. On est chargé de la coordination d'appui et de soutien aux acteurs de santé du territoire, qu'ils soient du sanitaire, du médico-social, personnes âgées porteuses de handicap, ou du social, les CCAS, le conseil départemental. Et nos missions sont à la fois d'informer, d'orienter, d'accompagner les professionnels et les familles. C'est-à-dire dans le parcours de soins qui est complexe, comme je le dirais, qui est complexe parce que des fois on n'a pas tous les acteurs sur le territoire, ou des fois le patient, sa prise en charge est complexe, une situation sociale qui est difficile, qui fait aussi que c'est complexe. Donc on fait de l'accompagnement. On est aussi chargé quelque part aussi de rencontres pluriprofessionnelles, c'est-à-dire de réunion des acteurs, plusieurs acteurs de plusieurs secteurs, et pour trouver une solution à un cas bien précis. Donc, on le fait régulièrement, toutes les semaines. Ça fait partie de nos missions. Et ça, c'est les deux missions principales du GIPRASPED. Et sinon, on fait de l'évaluation des situations, on apporte des réponses concrètes aux situations. Et
pour nous, le maintien à domicile, pas pour nous, mais pour la Guadeloupe, va être une priorité, puisque, comme Eric vient de le dire, il y a d'une part le vieillissement, il va falloir beaucoup plus de pathologies, passer à prendre en charge sur le territoire. Donc, il faudra coordonner les acteurs autour de ces patients, pour pas qu'ils soient forcément nécessairement hospitalisés systématiquement, mais que lorsque c'est nécessaire, et aussi l'appui professionnel peut me dégager du temps médical. Vu qu'il n'y a pas assez de médecins, si on dégage du temps médical, ça permet quelque part qu'ils puissent se consacrer à leur art premier qui est la médecine, et pas forcément à tout ce qui est connexe à la médecine. Quelle est l'interaction avec le CHU alors, concrètement? On travaille en étroite collaboration, puisque nous sommes, pour en donner un exemple concret, par exemple, les sorties d'hospitalisation. Le CHU accueille des patients pour hospitalisation. Quelquefois, les patients n'ont pas de solution à domicile, et le JIPRASPEC intervient auprès du CHU. Permet de faire le retour à domicile avec un accompagnement médical qui va bien. C'est bien ça. Tout à fait, exactement ça. Je me retourne vers toi, Jean-François, donc directeur, coordinateur de la gestion du risque pour l'assurance maladie. Alors moi, j'ai une question toute bête, ça veut dire quoi tout ça? C'est un terme bien long. Parce que je le lis, en le lisant, il y a beaucoup de choses derrière. Alors concrètement. On peut, pour le simplifier, le séparer. Donc entre coordonnateur et gestion du risque. Bon, coordonnateur, on voit bien, l'idée c'est de mettre les acteurs ensemble. De gérer, d'organiser, très bien. Et qu'est-ce que la gestion du risque? On va gérer quelque part les dépenses de l'assurance maladie. On va faire en sorte qu'elles soient gérées au mieux en termes de qualité, en termes de pertinence, et tout ça avec une coordination sur l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, mais aussi au niveau de l'ARS. D'accord. Et donc, une interaction avec le JIPRASPEC ou pas du tout? Ben oui, puisque dans cette coordination de la gestion du risque, il y a justement ce mot coordination, et on peut en fait avoir cette coordination au niveau notamment de la prise en charge du patient, de l'exercice des professionnels de santé, qui est important, et toute cette coordination, si vous voulez, à la sortie justement de l'hôpital, comme il a été question, comme vous l'avez évoqué. Parfois, on a plusieurs solutions, surtout si la pathologie est complexe, et c'est bien d'avoir des structures comme le JIPRASPEC qui va débrouiller en quelque sorte et proposer aux professionnels de santé notamment le bon endroit pour la suite du suivi du patient. Eric, on voit cette notion et surtout cette obligation de coordonner le soin en tant que tel. Quel est le regard qui est le tien sur l'état de coordination de l'offre de soins sur notre territoire? En fait, je pense qu'il faut clairement distinguer deux choses. Il y a les soins non programmés et les soins qu'on peut programmer dans le temps. C'est deux choses complètement différentes. Soins non programmés, ça peut être le soin urgent, et puis c'est toutes les consultations non programmées qui peuvent s'adresser soit à la médecine de ville, soit à l'hôpital. C'est ce qui est le plus complexe. Et là, il y a un travail qui est mené actuellement et qui est mené sur l'ensemble du territoire national, qui est la mise en place du service d'accès aux soins, qui devrait faciliter l'accès du patient à la consultation au plus proche de chez lui. Et puis, il y a bien sûr la construction de parcours de soins. C'est-à-dire que j'ai une pathologie chronique, le diabète par exemple, etc. J'ai besoin d'être suivi dans le temps. Ce n'est pas une consultation qui va résoudre mon problème. J'ai besoin d'être suivi. Et là, il faut qu'on construise clairement tout le parcours de soins qui, bien sûr, associe le médecin généraliste, qui associe le médecin spécialiste, éventuellement endocrinologue au niveau de l'hôpital, mais qui associe aussi l'infirmière libérale qui va intervenir potentiellement à domicile. Et on voit bien que c'est tout ce travail-là qui est à mener avec l'ensemble des acteurs. Et donc, l'état des lieux, quel est l'état des lieux de cette coordination, si on peut le dire ainsi? Je crois que les outils qui se mettent en place, et Jean-Claude en parlait, notamment avec la coordination, le dispositif d'appui à la coordination, alors ça paraît très techno comme ça, mais c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Mais de la même manière, les outils numériques qui permettent aussi de faire le lien, partager un dossier médical avec bien sûr l'accord du patient, c'est essentiel aujourd'hui pour que le spécialiste hospitalier, le médecin libéral, voire l'infirmière pour ce qui la concerne, sache précisément ce qui touche cette personne, quel niveau d'examen on est et quelle est aussi la prise en charge thérapeutique la plus adaptée. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, Eric,
Il y a des structures pour organiser ces soins qui existent, qui sont déjà mis en place en Guadeloupe. Il y en a 12, qui sont les maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est vraiment à cet endroit-là où on va pouvoir coordonner les soins. Donc on a plusieurs corps de métier réunis au même endroit. Si on doit faire face à cette transition démographique, comme le disait Eric, qui est une baisse du nombre de médecins, mais aussi un changement de la population, je serais tenté de dire que aujourd'hui tout change. Tout change très vite. Tout change et très vite. Il y a une notion de vitesse de cinétique. Le patient change. On l'a dit tout à l'heure, il vieillit. Il ne vieillit pas toujours forcément en bonne santé. Donc on va avoir de plus en plus de pathologies chroniques qu'il faudra en prendre en charge en pluriprofessionnel avec plusieurs professionnels de santé. Le médecin change. On a les médecins, on a de moins en moins ces médecins anciens qui étaient vraiment attachés complètement tout le temps à leur médecins de famille. Les médecins de famille, voilà. Bien sûr que les médecins sont toujours attachés à leur patientèle, mais ils demandent aussi d'avoir quelque chose d'équilibré entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et puis aussi, les structures de prise en charge changent. On va essayer de garder de moins en moins longtemps le patient à l'hôpital pour son confort. Et donc, les structures d'exercice pluriprofessionnel répondent à ce challenge, en grande partie en tous les cas. Donc Jean-Claude, on a bien compris maintenant, le patient doit être au centre de tout, l'organisation autour de celui-ci, mais on est sur des transitions, une transition au niveau médical, on l'a bien compris maintenant, moins de médecins, transition démographique, une population qui vieillit et donc avec des maladies qui vont apparaître ou qui vont se renforcer. Comment la coordination fonctionne? Alors, au vu de ce contexte qui est très très complexe. Disons, on a 3 niveaux de coordination aujourd'hui en Guadeloupe. Les maisons de santé, comme l'a dit Jean-François. On a ce qu'on appelle les communautés de professionnels qui se réunissent aussi, donc c'est un niveau un peu au-dessus, où des acteurs de santé d'un même bassin de population se mettent ensemble pour coordonner leurs actions autour du patient. Et après, on a le DAC qui est le niveau au-dessus. Le DAC. Le DAC. Dispositif d'appui à la coordination des parcours de soins, qui est hébergé par le GIP. Ça, c'est le GIP. Et le GIP qui vient au-dessus et qui... Alors, voilà, c'est il a rigolé. Je n'ai pas posé la question au départ. Ça veut dire quoi, GIP Aspect? GIP Aspect, c'est un groupement d'intérêt public. C'est-à-dire que c'est une structure qui regroupe plusieurs acteurs qui concourent à une même action et qui se mettent ensemble. Voilà, c'est ça, c'est ainsi qu'il a été créé. Continue. Et donc on voit ces 3 niveaux de coordination, ça permet justement de prendre en charge le patient de manière coordonnée et au fur et à mesure que son état, on va dire, s'aggrave quelque part ou s'améliore. Voilà, donc ce qui permet aujourd'hui que sur notre territoire, qu'un patient sort de l'hôpital, peu importe la structure hospitalière, le médecin fait sa prescription, soit il adresse un infirmier libéral, soit il a une santé pluriprofessionnelle, soit c'est une communauté territoriale de santé ou alors au DAC. Donc, ce qui fait que chacun de son côté va prendre en charge de manière plus ou moins importante. Et le DAC, pour le signaler celui-là, on est présent à la fois sur tout le territoire, une seule structure pour tout le territoire, y compris les îles du Sud, c'est-à-dire Marie-Galante, les Saintes et la Désirade. Ce qui fait, parce qu'il faut penser aussi que nos îles sont double insularité, et donc les parcours à coordonner sont encore plus compliqués à coordonner, parce qu'il n'y a pas toute l'offre de soins sur des petits territoires comme sont Marie-Galante, c'est pas péjoratif, les Saintes ou la Désirade. Très bien. Eric, un complément? Oui, juste un tout petit complément. C'est vrai que pour l'auditeur, ça peut paraître complexe. En fait, il faut rester très simple. Vous avez besoin d'une consultation médicale, d'un spécialiste ou de votre médecin généraliste, on va dire, c'est simple. Vous vous adressez au praticien qui vous prend en charge normalement, pas de souci. Vous êtes en perte d'autonomie. On s'interroge sur pourquoi vous faites des chutes régulièrement. Est-ce qu'il y a un problème neurologique derrière, etc. Et on peut arriver très très vite sur certaines prises en charge à des parcours beaucoup plus complexes. Et notamment, une des difficultés auxquelles on est confronté à l'hôpital, lorsque le patient doit sortir, c'est le patient qui est en perte d'autonomie, qui ne peut pas forcément retourner à son domicile parce que celui-ci n'est pas adapté. Donc, il faut penser toute cette coordination. Et c'est là que le DAC intervient, bien évidemment, parce que ce n'est pas le médecin généraliste qui va pouvoir gérer le problème, ce n'est pas non plus le médecin hospitalier. Donc, il nous faut ce type de réponse. On n'est pas sur une réponse médicale pure et dure, mais vraiment sur une réponse 360. Je vais passer la parole maintenant à Lumina, qui est coprésidente du PTC Les Amis du Bien Vieillir. Et je voudrais qu'elle nous fasse une intervention sur cette notion du parcours patient.
Oui, merci de me donner la parole. Donc, de mon expérience professionnelle, donc je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et ce qui m'a, dans mon activité principale, eh bien, j'ai permis à de nombreuses personnes vulnérables d'accéder à certains droits. Et c'est dans cette optique que j'ai rejoint le PTCE, les Amis du Bien Vieillir. Donc, c'est un pôle territorial de compétences économiques donc une association. Les Amis du Bien Vieillir a pour objectif la coopération, la mutualisation avec les personnes sur le territoire, les sociétés qui travaillent aussi au bien vieillir et les institutions. Parce qu'on le voit bien, il y a un manque de communication, il y a des dispositifs qui sont là, mais on ne les connaît pas forcément. Et moi, j'ai envie de parler au nom des personnes âgées qui sont sur notre département et ce que je vois au quotidien dans mon travail. Le manque d'information, la difficulté à avoir accès à ces informations. Je rappelle qu'on retrouve de plus en plus de gens isolés, pas forcément parce que les enfants sont en métropole, mais aussi notre pays change, notre département change et les relations familiales changent et on en rencontre de plus en plus. Donc des cessations de droits, le Covid n'a pas arrangé les choses, la télédéclaration n'a pas arrangé les choses. Donc je suis très contente d'avoir sur le plateau des gens qui coordonnent et on voit bien qu'il y a des choses qui se font. Donc, et moi j'ai envie de me poser la question, est-ce que, bon, avec le nouvel hôpital que nous allons avoir, est-ce que nous savons que les délais d'attente d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste sont très très longs et donc on arrive à l'hôpital, est-ce qu'il y aura des urgences pédiatriques dans le nouvel hôpital par exemple? Est-ce que les soins palliatifs seront d'actualité dans cet hôpital, puisque c'est quand même un grand espoir pour nous tous d'avoir un nouvel outil. Et est-ce qu'il sera adapté à notre population qui va vieillir? C'est inéluctable. Et les chiffres sont là, on est tous au courant. Donc, est-ce que ces choses-là ont été mises en place? Et le communiquer au plus grand nombre, ça serait important pour l'espoir de notre population qui vieillit. Merci Ludmila. Parcours de soins existant, mais pas suffisant. Communication existante, pas suffisant. Et un espoir grandissant pour le nouveau CHU, Eric. Ça tombe chez toi. Oui, alors, le nouveau CHU, alors, juste deux, trois chiffres, mais ce n'est pas les plus importants, mais il faut quand même les rappeler. Le nouveau CHU, c'est 580 millions d'investissements au bénéfice de la santé des Guadeloupéens, avec des conditions hôtelières qui sont quand même sensiblement différentes de celles qui sont aujourd'hui proposées, des équipements médicaux les plus performants. On a un budget de 70 millions d'investissements rien que sur les équipements médicaux. Et c'est aussi l'informatique. Alors, j'insiste beaucoup sur l'informatique parce que c'est ce qui permet quand même de faire ce lien entre l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, oui, on va avoir une offre de soins qui va être confortée, qu'on va continuer à développer et qui va bien sûr couvrir la santé du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et c'est important et bien sûr, oui, il y aura des urgences pédiatriques sur cet établissement et bien sûr qu'on ira jusqu'à la fin de vie et jusqu'aux soins palliatifs. Il faut qu'on couvre l'ensemble des champs. On ne peut pas renvoyer vers la métropole pour des soins qui doivent être assurés sur le territoire. Elle parlait du numérique qui peut être une avancée d'un point de vue, mais d'un autre point de vue qui crée aussi un isolement certain. Alors, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Le numérique doit être pensé dans ses usages et notamment, il faut que le patient soit acteur de ses données de santé, acteur aussi du recours à ces données. Je voudrais d'ailleurs préciser que ce nouveau CHU, c'est un outil, mais cet outil ne fonctionnera qu'avec des équipes médicales, soignantes qui le feront fonctionner. Et pour nous, on en a parlé plusieurs fois, mais bien évidemment, la démographie médicale, j'y reviens, elle est essentielle. Donc, une de mes premières missions avec mes équipes, c'est de former, de mobiliser et de fidéliser les talents. On a besoin que les jeunes médecins guadeloupéens restent sur le territoire. D'où aussi la réforme et le développement de la faculté de médecine, puisque à partir de septembre 2023, on aura une faculté de médecine de plein exercice, avec l'ensemble des cycles de formation sur le territoire. L'idée derrière, elle est quand même majeure, c'est-à-dire de favoriser la formation sur place pour garder le plus possible. On n'interdit évidemment pas à un jeune d'aller faire une expérience ailleurs, mais c'est important qu'ils trouvent aussi du sens dans leur travail ici.
trouver du sens, c'est utiliser les équipements les plus performants, c'est travailler en équipe, c'est avoir accès à la recherche. Un jeune professionnel, et notamment un jeune médecin, a besoin de cette stimulation-là si on veut le garder sur la Guadeloupe. Je te passe la parole sur cette notion du parcours de soins et des ruptures éventuelles. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne? On parle du Prado, est-ce que c'est concret? Oui, bon, c'est très très concret. Le parcours de soins, c'est capital pour le patient, en particulier chez la personne âgée, puisque ça évite les ruptures de prise en charge. Le parcours, il va commencer très tôt avec la prévention. Et puis l'accès aux professionnels de santé, comme tu l'as dit tout à l'heure, le médecin généraliste, le passage éventuellement à l'hôpital si ça se passe moins bien, le retour à domicile, et puis tous les autres professionnels de santé, infirmières, kinés, pharmaciens, tout ça, toutes ces personnes, il faut qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Et le parcours de soins aussi, il faut y avoir accès. Et peut-être pour compléter un petit peu, mais je pense quand même, Lumila l'avait en tête, c'est la problématique de l'accès aux soins aussi. Parce que certaines personnes âgées sont très isolées. Et nous essayons de développer, c'est tout nouveau à l'assurance maladie, ce qu'on appelle l'aller vers. On va essayer d'aller de plus en plus vers le patient, chez lui, vers le patient, mais aussi d'aller vers le professionnel de santé. Donc ça va être un grand challenge pour l'assurance maladie avec notre nouvelle convention qui vient d'être signée avec l'État. Ça va être d'essayer de développer ça, cet accès aux soins, pour que quand le patient puisse rentrer dans ce parcours, on puisse s'en occuper vraiment jusqu'au bout. Tu as parlé on revient tout à l'heure pour toi, s'il te plaît. Tu as parlé de prévention. Et là, je fais le lien avec Jean-Laurent Lugien, fondateur de la start-up ID9 System. Et sur cette notion de prévention, je crois qu'il a un avis très, très tranché et surtout très, très appuyé. Merci. Sur l'aspect de prévention, il est clair que tous les seniors ne maîtrisent pas en fait les parcours normaux concernant en fait l'intelligence des solutions maintenant. Donc, on a développé une solution qui est très simple. On leur a mis accès, en fait, une solution numérique directement sur leur télévision. Ils pouvaient contacter leur médecin, quel que soit l'acteur de santé, aussi faire des courses, avoir des cours avec un coach sportif à domicile. Mais là où l'outil s'est trouvé intéressant, c'est dans le suivi d'activité en créant un profil pour établir une éventuelle perte d'autonomie. Je prends un exemple concret. Il y a un senior que nous avons suivi, et son activité a été contrôlée. Et il y a un moment, il y a eu une perte en fait au niveau de son activité, c'est-à-dire qu'il se réveillait moins tôt. En fait, il se réveillait plus tard. Donc, on a investigué à cause de l'alerte qui est remontée. Et on a vu en fait qu'il y a eu le changement qu'il y a eu, c'est qu'il y a un changement au niveau de sa médication. Okay. Au niveau de sa médication. Donc, on a interpellé la famille, du moins la famille a interpellé son praticien. Et aujourd'hui, en fait, il a eu un parcours normal parce que l'outil, en fait, a permis, en fait, de voir qu'il y a eu un changement d'activité. Donc, c'est ce genre de solution qu'on essaie d'établir avec les seniors et surtout de leur donner accès à l'information. Donc, directement dans son téléviseur, il reçoit le message de son médecin, de sa pharmacie et peut communiquer aussi. Merci pour ce propos. Jean-Claude, tu avais un complément à apporter, mais je veux d'abord que tu réagisses sur cette expérience où on a analysé le parcours et on s'est rendu compte que dans son parcours habituel, il y avait un changement. Et c'est de cette analyse qu'on a vu qu'il y avait un souci sur la dimension médicament. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça rentre dans une fonction qui est la tienne ou qui est liée à l'activité de ton instance? Alors, c'est lié à l'activité du GIP et sa coordination avec le conseil départemental et ses acteurs. Parce que vu que tous les acteurs sont réunis au sein du GIP,
ils sont censés, en prenant en charge le patient, d'avoir ce type de remontée qu'on peut avoir et qui nous permettent de réagir ou d'améliorer la prise en charge. Donc ça s'est dit, ça fait partie de la coordination du parcours et de l'amélioration du parcours du patient. Quand on dit coordination du parcours, ça signifie aussi qu'on a un dossier patient qui est partagé entre tous les acteurs qui prennent en charge le patient. C'est-à-dire le DAC, certes, mais tous les acteurs, infirmiers, médecins, tous sont au niveau de responsabilité et qui partagent les informations et qui peuvent ainsi interagir entre eux pour améliorer la situation du patient ou pour apporter une solution peut-être différente de celle qui est apportée jusque-là. Mais je reviens sur la question de l'information du patient. On est conscient qu'il y a une information qui est insuffisante sur notre territoire, comme l'a dit Ludmila, que ce soit le patient, les familles, en train de façon spécialisée. Et le DAC est en train de faire un travail avec les CCAS, et les communes, toutes les communes, CCAS, ces centres communaux d'action sociale. Merci, monsieur. Voilà, c'est ça, qui sont dans chaque commune de CCAS, là, et de travail, on va dire, de transmettre l'information dont on dispose. Au plus près. Parce que le DAC dispose d'un registre de tous les acteurs du territoire. Donc, les CCAS ayant ce registre, ils pourront, eux, le répercuter auprès de la population locale là, qui le demande, qui cherche l'information, donner l'information, alors orienter vers le DAC si nécessaire. Donc, c'est pour essayer d'améliorer l'information du patient et des familles. Et donc ça veut dire que tout fonctionne bien. Que tout fonctionne bien, on n'aurait plus de travail. Il y a certes beaucoup d'améliorations et l'expérience présentée est intéressante dans l'approche qu'elle a près du patient, la sorte de vulgarisation. Donc on pourrait qualifier ça d'une assistance rapprochée à domicile. Hein, voilà. En revanche, il ne faut pas la confondre avec, par exemple, la téléconsultation ou la téléexpertise. Ça, c'est vraiment très différent, puisque là, après, on fera appel à un professionnel de santé à distance. Donc, c'est quoi la différence? Là, on est plus sur, on pourrait qualifier, il faut faire attention toujours au raccourci, mais on est plus sur de la télésurveillance et télédétection quelque part. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est une forme de prévention des ennuis potentiels que pourrait avoir cette personne. Ensuite, si elle doit consulter une personne, soit elle peut se déplacer, elle a sa consultation habituelle, soit on essaie de développer des téléconsultations et de la téléexpertise. Et là, on est plus vers les centres hospitaliers, puisque quand on dit téléexpertise, il y a experts, et ce sont des spécialistes. Et là, on va faire le lien avec souvent les établissements hospitaliers, ou quelques spécialistes libéraux s'ils peuvent s'équiper. Eric? Oui, je voudrais répondre à ta question par rapport à est-ce que tout est parfait aujourd'hui. Non, tout n'est pas parfait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que le mot-clé qui doit nous guider par rapport au parcours de soins, c'est celui de la confiance. Il faut que la population ait confiance dans ce qui lui est proposé en termes de structuration de l'offre de soins. Ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, et on le comprend. C'est difficile d'avoir une consultation. Difficile d'avoir une coordination entre les acteurs, etc. Donc, on comprend que la confiance, ça ne soit pas toujours là. À charge pour nous, acteurs de santé, de tout faire pour la restaurer et qu'elle soit réellement présente. Ça, c'est sur le parcours de soins. Mais il y a une dimension qu'il nous faut aussi travailler en parallèle avec l'ensemble des acteurs, c'est le parcours de santé. C'est-à-dire qu'on recourt aux soins lorsqu'on a un dysfonctionnement quelconque, c'est très bien. Mais on a de la prévention à faire. Et la prévention, c'est aussi lutter contre la sédentarité, qui est le premier mal de tous les pays occidentaux, dont la Guadeloupe. Et ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, c'est la nutrition. On a tellement de problématiques qui sont liées à la nutrition que, alors qu'on est sur un territoire qui est tellement riche de sa culture, notamment culinaire, qu'on ne devrait pas être dans cette situation-là. Donc ça mérite qu'on s'interroge, qu'on remette, comme on disait tout à l'heure, tu disais mettre le patient au cœur de la réflexion. C'est l'humain qu'il nous faut remettre au cœur de la réflexion, l'humain dans toute sa dimension, y compris culturelle. Alors, si maintenant on avance sur cette notion de maladie émergente, on a dit qu'on est dans une transition où tout accélère, tout est en mutation. On est sur une population, comme l'a dit Ludmila, et on le sait très bien, qui va vieillir, qui vieillit déjà. Donc, on sera confronté tôt ou tard à beaucoup de maladies qui vont arriver très très rapidement. Comment on se prépare à ça? Et quel système de veille qui est en place ou qui peut être mis en place?
Alors, il y a différents systèmes de veille qui existent. D'une part, je prends le cancer, par exemple, il y a un registre du cancer qui existe, comme sur tous les territoires, qui nous permet de voir, de mesurer comment évolue la prévalence du cancer au sein de la population. C'est important parce que il faut voir, on doit être alerté collectivement s'il y a des enjeux de santé publique. Et il faut agir le plus rapidement possible. Ce ne sont pas des vains mots. Aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs de surveillance qui existent sur le territoire, notamment sur les impacts que peuvent avoir les sargasses, par exemple. Et on sait ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau santé. Mais derrière, il y a de l'épidémiologie à faire, donc des chiffres, des données, il faut les mesurer. Et puis, il y a de la recherche à faire. C'est pour ça que le domaine de la santé, c'est le soin, c'est la formation, c'est la recherche. Et il faut travailler sur toutes ces dimensions-là sur le territoire. Ludmila, je pense que la transition est toute trouvée avec toi sur cette notion de système de veille et surtout d'alerte. Donc, quel regard qui est le tien sur ceci? Oui, j'ai envie de dire que la marge de progression, elle est là. Il faut encore s'améliorer. Parler de la prévention, oui, c'est important à plusieurs niveaux, puisqu'on sait que la perte d'autonomie est plus précoce chez nous qu'au niveau national, à cause des chutes. Et puis aussi, on cumule un peu certaines maladies dans notre département liées à notre alimentation, le surpoids, etc. Donc on est polypathologique. Donc, c'est que ça devient compliqué. Et moi, je pense que l'idée qui émerge, c'est la formation, clairement. Mais on parle des médecins qui vont sortir, notre établissement, notre université forme. Mais moi, j'ai envie de dire de l'aide à domicile, en passant par l'aide-soignante, l'infirmière, formons-nous à la gérontologie. Formons-nous aux premiers actes de la gérontologie, à détecter les maladies que nous avons sur notre département, développer la téléconsultation, effectivement, mais donner accès à ces infirmières ou ces personnes qui viennent au domicile de faire de la prévention et de communiquer entre nous, que ça soit bien fléché, pour qu'on puisse dire l'infirmière ou l'aide-soignante ou l'aide à domicile peut s'orienter vers tel parcours et tel dispositif qui existe. Je pense que c'est pas, comme je dis tout à l'heure, c'est pas suffisamment, on communique pas, on ne sait pas exactement quels sont les dispositifs, et ils sont là. On le rappelle, on l'entend, ils sont bien là. J'ai envie de parler avec l'IREG, du guichet unique, voilà, pardon, excusez-moi. Dans social, il y a beaucoup de sigles, mais moi je m'y perds. Du guichet unique. Donc, je pense que ça, c'est aussi le mot d'ordre d'un guichet unique pour toute personne qui a une difficulté avec qui est aidant et qui a une personne en difficulté, que ce soit santé, médicale, sociale. Je pense que c'est le lieu d'en parler pour le guichet unique. Merci. Donc, je passe la parole à Jean-Claude. Donc, on t'a bien interpellé cette notion de guichet unique, mais surtout, et c'est là où je voudrais avoir ta réponse sur deux niveaux, la qualification de la personne qui va à domicile en tant que telle. Est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce qu'il faut la qualifier? Est-ce qu'elle a accès à la bonne information? Est-ce qu'elle fait de la prévention? Et auquel cas, maintenant, l'autre versant, c'est ce qu'elle vient nous dire, cette notion de guichet unique. Tout à fait. Ça en est. Alors, la personne qui va à domicile, c'est vrai qu'elle n'est pas nécessairement qualifiée pour ce que dit Ludmila. C'est-à-dire pour identifier qu'il y a une problématique, on va dire soignante ou autre, elle n'est pas qualifiée pour des aides ménagères à domicile. Sauf que si on monte d'un cran, on voit au niveau de l'aide-soignant qui là est dans une équipe. Donc elle peut identifier des choses, elle peut faire remonter aux infirmiers, faire remonter aux médecins de faire partie de l'équipe pour faire s'il y a une anomalie ou une difficulté particulière, la faire remonter, là c'est possible. Mais sinon, elles n'ont pas la qualification pour, pas nécessairement. Le guichet unique, il existe aujourd'hui. Puisque le DAC, je reviens encore au DAC, a la particularité d'être polypathologique et sans limite d'âge. C'est-à-dire tous les âges, il y a accès au DAC. Et sur le 05 90 47 17 00. Donc tout le monde peut appeler le DAC. Alors on dit ça. 05 90 47 17 00. Tu as entendu? Je note, voilà. j'ai noté même. L'information est passée. Dans le DAC, il y a aussi le conseil départemental qui est présent aussi dans l'organisation. Donc on peut apporter des réponses conjointes, communes et concertées entre nous pour que le patient ou la personne il y a la meilleure réponse possible. Alors, elle a bien fait aussi la
la mise en avant du vieillissement de la population aussi, maladie émergente. Alors, comment... Je suis d'accord. Maladie émergente, je suis moins à l'aise. Maladie émergente, je laisserai la parole à Eric, il est plus à l'aise que moi. Maladie émergente, mais par contre, pour le vieillissement... Il a passé la bonne rappeler. Pour le vieillissement, c'est vrai. Le vieillissement, c'est une difficulté sur notre territoire et qu'on commence à prendre en charge, mais on est encore loin. Et c'est là que la coordination va intervenir. On ne pourra jamais héberger toutes les personnes âgées. Donc, il faut qu'on les prenne en charge avec des équipes. Coordonnées à domicile, avec des équipes. Ça commence à se faire. Il y a ce qu'on appelle les services de soins infirmiers à domicile. Maintenant, ils deviennent aussi, qu'on associe aussi avec les aides ménagères à domicile. Donc, on voit, ça se met en place progressivement et qui viennent en complément des EHPAD. Les EHPAD sont des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Et je pense que ça va se développer aussi sur notre territoire, ce qu'on appelle les EHPAD, mais ouverts. C'est-à-dire les EHPAD, on va dire, sans forcément des lits, mais qui sont sous un bassin de population et qui prennent en charge comme une structure, avec une équipe coordonnée, une équipe organisée, et prendra les personnes âgées de ce bassin-là. Donc ça se mettra en place sur notre territoire bientôt, je pense, et je l'espère. Mais il y a des réponses qui commencent à être apportées, peut-être pas encore suffisamment pour en prendre un assez grand nombre, mais je pense qu'on a un ordre de marche pour pouvoir prendre en compte, on va dire, ce vieillissement de la population. Jean-François, on est en ordre de marche ou pas? On est en ordre de marche, je pense. De marche ou on court? Non. On est en ordre de marche, l'essentiel, c'est d'être dans la bonne direction. Voilà. Alors, peut-être, pour paraphraser quelqu'un, la pente est peut-être un peu raide, mais le chemin, on le connaît. Et c'est vrai que, vous l'avez entendu tout le long, que ce soit tous les interlocuteurs ont parlé toujours de coordination. Coordination et communication. Communication, et ça, et parcours. C'est vraiment l'essentiel, si on veut parler de durabilité, de développement durable, c'est vraiment l'essentiel. Il faut peut-être rajouter quelque chose, parce que j'allais dire, c'est un combat, si on peut dire, en fait, un combat, j'allais dire, presque quotidien, quand on va à Paris, c'est de faire valoir, de faire comprendre qu'il y a des particularités, des spécificités, c'est un terme bien meilleur, voilà, de spécificités. Et même en intra à Guadeloupe, on a des différences. On n'a pas le même accès aux soins à Nord-Grand-Terre, à Nord-Basse-Terre. On n'a pas la même démographie sur le pôle excellence qu'à Nord-Grand-Terre, par exemple. Donc, on doit aussi adapter en local nos actions. Les coordonner, les adapter. La coordination de territoire. Voilà. J'allais dire deux termes, coordination, la difficulté, c'est qu'on est sur un territoire qui est pluriel. Et donc là, on ne peut pas avoir une réponse uniforme. Et puis en plus, comme le disait Jean-Claude, il y a aussi la désirade, la problématique de médecins. Saint-Martin, Saint-Martin, puisque à l'assurance maladie, on s'occupe de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et puis Marie-Galante, bien sûr, et les Saintes. Tout ça fait que la Guadeloupe est plurielle et pluriinsulaire, et cette pluriinsularité, il faut la prendre en compte aussi. Je sais qu'au CHU, c'est réalisé entre les liens qu'il y a entre l'hôpital de Marie-Galante et le CHU, par exemple. On t'a passé une patate chaude là sur les maladies émergentes. Sur les maladies émergentes, alors évidemment, comme elles sont émergentes, c'est ouvert comme réflexion. Aujourd'hui, on se met en place sur le territoire de la Guadeloupe un centre régional de prévention et de suivi des pathologies professionnelles et environnementales. Je pense vraiment que dans la notion de maladie émergente, j'en ai parlé en introduction, il y a les pathologies professionnelles qui sont de plus en plus présentes et les pathologies environnementales. Ça demande un suivi particulier, nouveau. On a la chance sur le territoire de pouvoir travailler avec l'INSERM. Ce sont des unités de recherche sur place. L'INSERM, ça veut dire quoi? L'Institut national de recherche, donc en santé. Et vraiment, on a des richesses qui sont réelles sur ce territoire en termes de compétences. Et il nous faut absolument les valoriser, les accompagner et être conscient du travail qu'ils font. On va passer la parole maintenant à Jean-Laurent Lugien, et je pense que son intervention sera autour de cette perspective à long terme sur cette notion de prévention. Aujourd'hui, comment on soigne les gens, on traite les symptômes ou les conséquences immédiates en fait d'une maladie. Nous, on veut traiter les causes sous-jacentes en fait de la maladie, c'est-à-dire avant qu'il y ait une éventuelle perte d'autonomie, en profilant en fait les patients
on essaie en fait de dire où est-ce qu'il, du moins, de pointer le doigt sur là où la perte d'autonomie en fait est éventuellement possible. Donc, ce qui permet en fait de gagner du temps, ce qui permet en fait de mobiliser beaucoup plus rapidement les services autour de lui. Je prends un exemple concret. Un patient où on fait de la segmentation, c'est-à-dire qu'on étudie en fait son déplacement et on voit qu'il il se déplace moins bien que d'habitude, donc ce qui peut avoir un risque de chute. Donc on y met tout de suite une alerte sur sa situation, en sachant que si cela n'est pas fait, puisque bien sûr il y a des intervenants, il y a l'infirmière, il y a la famille, mais tout le monde n'est pas, comment dire, au fait de la perte d'autonomie au niveau de ce patient. Si ce patient, malheureusement, c'est pas repéré, il chute, c'est sûr que ça va coûter beaucoup plus cher et mobiliser beaucoup plus de ressources, de moyens et tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'outil, d'aider en fait à faire que ce soit un patient augmenté, que ce soit un praticien augmenté, mais tout le monde puisse avoir une information en direct. On a parlé de coordination avec l'outil, avec des acteurs, des associations ou le CCAS. L'outil permet en fait d'avoir directement l'information sur le téléviseur. Le senior, il est devant sa télé, il reçoit une alerte sur toutes les informations, que ce soit santé ou les actions en fait qui se font autour de lui, il le reçoit directement chez lui, sans se déplacer. Voilà. On voit une application concrète de cette notion de prévention à long terme. Et comme on l'a bien dit tout à l'heure, la santé, c'est un état en tant que tel, mais il y a aussi les habitudes autour de cela. Et je voulais voir avec toi, Jean-Claude, lorsque vous mettez en place ce parcours de santé et cette offre auprès de la personne qui est malade, est-ce qu'il y a aussi une analyse des comportements pour un petit peu rebondir sur ce que Jean-Laurent vient de dire, à savoir un comportement qui n'est pas habituel, c'est peut-être demain une source de maladie. Tout à fait. Alors, pour être sincère, on ne va pas aussi loin que l'outil qu'il propose. Parce qu'on fait une analyse, on va dire, à l'instant T de la situation du patient, et après on peut revenir ponctuellement, voilà, c'est ça, mais on va pas aussi loin. Et l'outil qu'il propose, c'est vrai qu'il est intéressant parce que lui, il fait un suivi, on va dire, au quotidien. C'est permanent avec des remontées d'alerte. Donc, c'est pas un outil que nous avons intégré dans notre... intégré alors voilà, dans pas nos pieds aujourd'hui, mais je pense que c'est une réflexion qui dépasse le JIP, parce que c'est quand même un outil qui paraît intéressant, mais qui va beaucoup plus loin, parce que ça signifie qu'il envoie des alertes, mais il faut que derrière, on ait les moyens de répondre à ces alertes, de traiter ces alertes. Donc, c'est pas que le numérique, mais c'est l'organisation. C'est ça, mettre autour de l'outil, mais je pense que l'outil est intéressant. Eric, rapidement. Ouais, très rapidement, en 2 mots. Je pense que le terme d'apprentissage est essentiel parce que autour de la santé, il y a l'éducation à la santé. Et l'éducation à la santé, elle doit concerner les enfants, les adultes, les personnes âgées. Ça ne peut pas s'arrêter à un instant donné parce que on ne vit pas la santé de la même manière selon qu'on a 10 ans ou 90 ans. Et cet accompagnement, il est essentiel. À la fois de la personne concernée, mais aussi de ses aidants. Parce que sinon, on ne sait pas faire. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on a une pathologie qui est déclarée, il y a l'éducation thérapeutique qui est essentielle, qui doit être portée, elle, par les acteurs de santé, par les professionnels de santé. Tu dirais quoi sur ça, toi ? Je souscris totalement. En tant que l'éducation thérapeutique, on fait l'objet de formations qui sont financées pour pouvoir faire de l'éducation thérapeutique. C'est déjà le cas et c'est un élément essentiel toujours de ce fameux parcours. Il intervient très en amont. Et là, on parlait de quelque chose qui est peut-être encore plus en amont puisqu'on va avoir une prise en charge presque holistique, une prise en charge globale du patient. Ça se développe. On envisage à l'assurance maladie cette année de développer, ce sera en partenariat avec les professionnels de santé du CHU, une action sur le diabète pour prévenir très en amont, et détecter, si possible, très en amont un prédiabète et un diabète. Donc c'est un exemple appliqué à une pathologie quand même qui est principale en Guadeloupe. Mais tout à fait d'accord sur l'éducation thérapeutique qui est quelque chose d'important et à tout âge. La transition démographique et la santé des Guadeloupéens ont été le sujet de notre débat d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Pour ma part, je remercie nos intervenants de qualité, nos contradicteurs éclairés, et je vous donne rendez-vous tout de suite avec notre talent, Laetitia Christophe. À tout de suite.
c'est le cas dans chacune de nos émissions, Laetitia Christophe, la cofondatrice de l'AE, est notre talent de ce soir. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Kenny. Qu'est-ce que l'AE? L'AE, c'est une application qui permet de coordonner et sécuriser le retour à domicile des patients post-hospitalisation en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est-à-dire des algorithmes qui permettent... Alors, qu'est-ce que veut dire l'AE en tant que tel? Parce que j'entends l'AE, c'est un acronyme, donc ça veut dire quoi l'AE? Logistique ambulatoire express. D'accord, très bien. Concrètement, ça donne quoi? Intelligence artificielle, machine learning, ouais. Donc On va concrètement, prendre c'est un exemple concret c'est sur un quoi? patient. Ouais. Donc, lors d'un retour à domicile, on quitte un hôpital, un endroit qui est sécure avec tous les acteurs, pour rentrer à domicile où on peut être un peu perdu. Ouais. Du coup, il y aura plusieurs acteurs qui devront intervenir, de l'ambulance aux infirmiers, en passant peut-être par du matériel médical. Et il y a une nécessité de coordonner tous ces acteurs afin de faire en sorte que les soins soient efficients lors du retour à domicile. C'est quoi la différence avec l'HAD alors? Ben, l'HAD, c'est pour un type de patient bien alors, précis. Dis-moi, qu'est-ce que l'HAD? L'HAD, c'est une hospitalisation. Je m'excuse, mais j'aime bien. L'HAD, c'est une hospitalisation à domicile. Oui. Et elle va toucher certains profils de patients avec un pourcentage entre... Certaines pathologies alors. Exactement. Okay. Mais ce n'est pas la majorité des patients qui sortent d'un établissement de soins. Et donc l'AE maintenant, c'est pour tout un chacun en fait. Exactement. Et surtout, on veut que le patient redevienne acteur de sa prise en charge, puisque l'AE a une interface dédiée au patient où il sera acteur de son retour à domicile et il aura toutes les informations. Tu as nommé des mots assez intelligence artificielle, machine learning. Alors concrètement, ça fait quoi dans l'application? Alors, l'intelligence artificielle, en gros, on s'appuie sur des algorithmes, les protocoles HAS, les protocoles médicaux, les informations démographiques du patient, où il vit, sa pathologie, son degré de dépendance, afin de faire en sorte que le parcours soit dédié et spécifique pour ce patient. Et donc, c'est l'application qui va automatiquement chercher la pharmacie la plus proche ou le professionnel le plus proche, c'est ça? Oui, l'application va proposer le professionnel qui sera le plus proche et le plus efficient pour prendre en charge le patient, effectivement. Elle prend rendez-vous aussi ou pas? Pas encore? On n'embarque pas des rendez-vous, mais on fait des propositions pour des prises en charge. Mais comment cette idée vous est venue? Parce que vous êtes à deux, comment c'est venu cette idée de créer cette application? On est à trois. À trois? Oui, trois cofondateurs. Un peu grâce ou à cause de mon histoire. Mon père était directeur financier du CHU de Pointe-à-Pitre et ma mère était chef de service. Et autour de la table, il y avait souvent des sujets assez houleux qui étaient le prendre soin du patient vs les économies en santé. Donc animé alors les très animé entre mes deux parents. Qui est-ce qui gagne? Plutôt ma mère. Mais du coup, donc j'ai toujours eu à cœur de trouver une solution qui permettrait d'allier les deux, le prendre soin et les économies en santé. Alors, on est sur une solution qui est mise en place, il y a des difficultés à mettre en place. Cette solution, elle fonctionne déjà, on est à quel niveau? Alors aujourd'hui, effectivement, on a, pour parler de la Guadeloupe, comme client le GHT, le groupement hospitalier territorial, donc les hôpitaux publics qui sont en Guadeloupe. Elle est déjà déployée sur le CHU de Pointe-à-Pitre et elle est utilisée quotidiennement. La communauté, à peu près? D'acteurs en ville ou de médecins? En termes d'utilisation de patients qui utilisent. Alors aujourd'hui, on a un flux de patients qui est autour de 50 patients jour. D'accord. Ah, ça va quand même. Mais qu'en pensent les praticiens? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Comment ça fonctionne? C'est sur le bon vouloir ou est-ce qu'automatiquement c'est l'application qui va les récupérer avec la technologie? Alors aujourd'hui, c'est vraiment une conduite du changement. On est quand même une solution qui est disruptive de ce qui était fait, du parcours de soins. Disruptive, alors il faut définir ça s'il te plaît. Donc qui va changer des habitudes qu'on avait sur le retour à domicile. Donc dans ce sens, on accompagne les praticiens à utiliser cet outil qui est numérique. Donc voilà, pour le moment, ils s'y adaptent au fur et à mesure. Il n'y a pas de frein, les freins psychologiques, choses comme ça, passer par une application, il n'y a pas des personnes qui ont peur ou qui ne veulent pas y aller carrément? Il y avait des freins, mais c'était plutôt le frein du cumul d'outils, qui est encore un nouvel outil. Mais ce qu'on a fait pour essayer de pallier à cela, c'est qu'on a créé des interfaces avec les logiciels existants,
Comme ça, ils n'ont pas à re-rentrer des informations qui étaient déjà rentrées, par exemple, dans le système informatique du CHU. Donc, si je suis professionnel de santé, automatiquement, je peux intégrer l'AE sans avoir encore une fois une application installée, choses comme ça. Exactement, parce que au niveau des structures, on se retrouve sur l'intranet de l'hôpital. Donc, les professionnels n'ont qu'à aller sur leur intranet et ils trouvent notre solution. Intranet Alors, on est directement sur tous les supports informatiques. Okay, le système interne de l'hôpital. Le système interne de l'hôpital. Ouais. Donc, ils nous retrouvent juste en tapant notre nom. Et en ce qui concerne la ville, effectivement, on embarque tous les acteurs qui ont un numéro RPPS ou un numéro ADELI, en tout cas un acteur qui a un agrément, est directement embarqué sur notre solution. Demain, c'est quoi l'AE? L'AE aujourd'hui, on est en pourparlers, on a commencé à signer des établissements sur la France territoriale. Donc on essaye de se développer un peu plus, puisqu'en fait, plus le maillage est fort et plus la solution sera efficiente. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le parcours de santé, c'est plusieurs acteurs sur un territoire, mais surtout le patient au milieu. Exactement. Et l'AE, je pense que c'est une solution qui doit permettre de renforcer ce parcours de santé. Oui, c'est à ça qu'on travaille. Demain, sur cette... non, pas demain, ton rêve maintenant, sur la transition démographique et la santé des Guadeloupéens, ce serait quoi? Ce sera un accès aux soins pour tous. Aujourd'hui, la transition durable passe par un accès aux